balado podcast de l'expérience d'être soi, parce qu'on vient de loin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue avec quelqu'un qui est important pour moi puis qui est un ami. C'est François Dallaire. Je vais le laisser se présenter. Allô François? Salut Marie. Ça va bien? Ça va excellemment bien. Bon, ben écoute, fait que ça va être, on va y aller dans le vif du sujet tout de suite. Je te laisse te présenter. Je veux que tu nous partages un petit peu ton côté de travail. Puis, par la suite, ben, que tu nous dévoiles le sujet du jour. D'accord. Ben, je suis, faire une histoire courte, je suis cinéaste. Puis, je fais de la production vidéo depuis 2012, que j'ai ma compagnie. Dernièrement, le gros projet dans lequel je me suis impliqué, c'est Malibert TV. Donc, j'ai fondé une web télé qui s'appelle malibertv.tv. Puis, où on se concentre sur des contenus qui proposent l'éveil de conscience, des trucs pour... Des solutions. Exact. Un petit peu dans la même vague de ce que tu fais, d'une façon un peu différente, mais c'est un peu la même mission. Donc, c'est ça. Donc, je fais de la scénarisation, direction photo. Puis là, je travaille aussi sur des documentaires, une série de 5 documentaires qui s'appelle Paradigma, qui est un peu sur des choses que j'ai intégrées dans ma vie, un petit peu là, sur le parcours que j'ai fait. Puis, une chose importante pour moi, c'est que ce projet documentaire-là, quand je l'ai commencé, je me suis donné comme défi de ne parler que des choses que j'ai intégrées ou expérimentées. Donc, c'est quand même un défi parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui a lu beaucoup, qui a fait beaucoup de trucs. Fait que, tu sais, je peux parler de beaucoup de sujets, mais pas nécessairement des choses que j'ai vécues personnellement ou intégrées. Puis, tu sais, on en dit-tu des affaires qu'on parle à travers notre chapeau un peu. Pas parce qu'ils sont pas vrais, mais ils sont pas nécessairement intégrés. Fait que pour moi, c'est important d'avoir cette dimension-là, d'avoir intégré ces choses-là pour que ressorte une espèce de vérité, vraiment dans la façon de l'élaborer dans les documentaires, par exemple, qu'on sente vraiment qu'il y a une cohérence, une profondeur et que le principe a été, à tout le moins, un petit peu maîtrisé, ou compris. T'sais. C'est là où est-ce qu'on dit arpenter le chemin et connaître le chemin, c'est pas pareil. Exact. Regarder la carte puis aller sur le terrain où est-ce que tu es dans le swamp puis d'un petite bébite puis d'un plat de framboisier, c'est pas pareil. Non, ça c'est clair. Fait que c'est un petit peu le défi que je me suis donné dans ce projet documentaire-là. Puis, c'est ça. Ben, à côté, je fais des petits contrats ici et là, mais c'est comme ça que je passe. Très intéressant. Ouais. Écoute, toutes les façons pour aider, inspirer les gens sont bonnes. Puis, je trouve que ce qui est magnifique, au travers de la partie difficile qu'on a vécue depuis 3 ans, c'est vraiment que les gens se sont retrouvés à « moi, je suis qui et j'ai envie de faire ça comment ». Je trouve que ça a ouvert une porte de « on est-tu rendu là, nous, dans la société, dans l'évolution du monde, que chacun puisse vivre ce qu'il a envie de vivre à nos couleurs ». Pas à ce que la société, elle, a dit, là. T'es un homme, t'as tel âge, t'es censé te faire ça. T'es une femme, t'as tel âge, t'es censé te faire ça. Rentre dans des cases. Là, c'est comme le 3 ans qu'on vient de vivre a fait éclater les cases. Et moi, les cases, je suis allergique à ça. Fait que je trouve que c'est magnifique. Fait que toi, tu fasses des trucs, que tu aides les gens, que tu donnes des suggestions, des idées d'enlignement. Ça fait réfléchir les gens, ça fait vibrer les gens à certaines affaires. Fait que je trouve que c'est vraiment magnifique. Bien, on partage un peu la même mission d'une façon différente, mais c'est certain que je pense que, pour moi, tu sais, tu parlais des 3 dernières années, pour moi, qu'est-ce qui m'a fasciné, mais vraiment, ça m'a impressionné. Je ne croyais pas que on avait, comment je pourrais dire ça, qu'on s'était autant éloigné de la réflexion, de la remise en question et du discernement qu'on était, puis je m'inclus là-dedans, qu'on s'était autant éloigné de ça. Ça m'a vraiment fasciné de voir à quel point on a arrêté de réfléchir. Mais on était comme d'un pilote automatique complètement englué, mais l'engluement était transparent. Exact, c'est ça, on ne le voyait pas, mais ça m'a vraiment fasciné. Je me suis rendu compte que, OK, on
a vraiment, comme tu dis, puis je pense que la crise, pour moi, je vois ça d'une façon extrêmement positive parce que ça a brassé le sac à puce un peu, là. Puis, absolument. Absolument. Ça n'a pas été facile, mais ça a quand même obligé tout le monde à prendre position, tout le monde à redélimiter des limites. Et ça a touché tous les domaines de la vie, là, que ce soit santé, travail, famille, loisirs, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est plus. Tu sais, je veux dire, ça a remis... moi, je connais personne dans mon entourage qui n'a pas eu de prise de conscience. Personne. C'est vrai. Ça a touché tout le monde, que ce soit un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais ça a touché tout le monde. Certains, ça a été positif, puis il y en a d'autres, ça a été difficile, puis d'autres, ça a été dramatique. T'sais. Fait que ça a vraiment eu des intensités différentes. Oui, exact. Puis je pense que la clé là-dedans, c'était beaucoup dans la compréhension, je pense, de qu'est-ce qui se passait. Pour les personnes qui comprenaient plus, moi, c'est sûr que je suis un ancien rebelle. Il y a un terme complotiste qui est à la mode. Ben moi, je suis un complotiste de longue date. Là. Fait que moi, ça faisait une vingtaine d'années, je votais plus, je croyais pas en ce système-là, mais j'étais quand même engourdi dans le sens que je savais pas quoi faire. T'sais. Fait que j'étais quand même d'un engourdissement, puis je suivais un peu la vague, mais c'est certain que j'aimais pas ça me faire caser, puis j'étais plus rebelle dans le monde, puis j'étais plus dans le sens, qu'est-ce que je fais ici, dans ce monde-là? Fait que j'étais plus dans cette... Fait que quand la crise est arrivée, j'avais quand même une certaine compréhension de ce qui se passait assez rapidement. Fait que pour moi, je pense que ça a été un peu plus facile. Ça a été, malgré que, tu sais, oui, je me suis fait sacrer dehors des places. J'ai vécu la discrimination de ma famille. Un petit peu de rejet. Oui, c'est ça, exact. Comme tout le monde, ça m'a blessé de la part de ma famille, par exemple. Ça m'a blessé. Mais je comprenais. Quand on comprend que le contexte, c'était plus facile parce que je comprenais ce qui se passait. Puis, mais pour quelqu'un qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait, c'est que lui, il vivait un vrai rejet. Moi, je savais que c'était pas un vrai rejet de ma famille. C'était circonstanciel. C'est ça. Mais il y a des gens qui ne comprenaient pas qu'eux autres, OK, tout d'un coup, la famille me rejette, on se verra plus. Puis pour eux, c'était définitif. Alors pour eux, c'est clair que c'était difficile. Des deuils de... C'est pas juste la famille, ça peut être plusieurs personnes avec la famille, tu sais. Fait que c'est deuil fois 1, fois 2, fois 3, fois 10, fois... Fait que... Ouais. Puis, mon beau François, dis-moi donc, t'aurais envie de nous parler de quel sujet aujourd'hui? Bien, c'est sûr que moi, dans ma vie, j'ai eu une ancienne vie avant 40 ans. Tu sais, on parle de la crise de la quarantaine, mais moi, ça a été assez précis. Entre ma 40e et 41e année, c'est là que ça s'est passé. Coup de batte de baseball dans le front, s'il vous plaît. Merci. Exact. Oui, c'est ça. Fait que ça a été l'année que j'ai fait, en 2013, que j'ai fait un burn-out. Parce que dans cette vie-là, qui a pris fin quelques années après, là, c'est pas terminé complètement là, mais c'est là que ça a été l'étape charnière là, de que ma vie a complètement basculé. Mais avant ça, je travaillais en importation, j'étais superviseur, en fait directeur en importation. On importait du vêtement, on avait des bureaux au Bangladesh et en Chine. On avait plusieurs employés et moi, je supervisais ces équipes-là. Donc, l'équipe au Bangladesh, il y avait une quinzaine de personnes et 7-8 en Chine environ, avec 2 directeurs là-bas. Fait que moi, je m'occupais d'eux. Donc, c'est un emploi qui était très exigeant, très prenant et, étant donné que c'était à l'autre bout de la Terre, eux, quand c'est le jour, nous, c'est la nuit, c'est ça, ça se finissait pas à 5 heures, là, je recevais régulièrement des appels pendant la nuit, que je me levais à 2 heures du matin, des urgences à les régler, ou j'arrivais le soir chez nous, je soupais, je faisais manger ma famille. Dans ma famille, je jouais beaucoup le rôle de la mère et du père en même temps, un peu, pour des circonstances particulières. Donc, je soupais, puis le soir, en soirée, j'avais quelques téléphones à faire. Puis là, je pouvais pas avant 9 heures parce que les autres... Finalement, tu travaillais tout le temps, 2 jours de soir, de nuit... Oui, sans être toujours dans l'action, mais c'est ce que je me suis aperçu beaucoup plus tard, c'est que je décrochais jamais. Puis c'était le week-end aussi, parce que les autres, ils travaillent la fin de semaine, ces gens-là. Fait que la fin de semaine, quand je partais en famille, c'était pas rare que j'avais des appels le samedi. Donc, de décrocher, ça n'existait pas.
décrocher. À part 2 semaines de vacances par année. Puis même souvent, je prenais jamais 2 semaines collées parce que c'était comme juste pas possible de laisser ça aller pendant 2 semaines. Parce que tu aurais mis les gens Oui. en difficulté Donc, je prenais 2 de fois. ton absence. C'est ça. Fait que je prenais 2 fois une semaine, tu sais. OK. Fait que c'était ça. Fait que de décrocher de cette pression-là constante, ça n'existait comme pas. En plus j'étais vraiment, je jouais le rôle du pourvoyeur familial, mais à 300%. Là. C'était vraiment, ça c'était le manteau que j'ai revêti pendant toute cette période-là, que j'ai été marié puis que j'ai élevé ma famille. Fait que c'est ça. Ça me conduit tranquillement à faire un burn-out. Ça m'a conduit au burn-out. Puis, qu'est-ce qui est peut-être un peu... en tout cas, qui est ma particularité, c'est que moi, je suis une personne qui touche à tout. Je suis une personne que, de très jeune, j'étais très talentueux. À l'école, je réussissais. J'ai jamais étudié. J'ai passé mon secondaire sans jamais étudier une seule fois. Puis j'avais des notes de 80, 90. J'étais quelqu'un de très talentueux, pas juste intellectuellement, mais manuellement aussi. Dans le sport aussi, j'excellais beaucoup dans le sport. Donc, j'étais quelqu'un qu'on appelle là, en anglais, j'aime le mot gifted, que mon Dieu, qui a eu plein de talents, que j'ai pas travaillé pour avoir ces talents-là. Je suis venu au monde avec ça. Je suis vraiment... C'était inné. Inné. C'était inné, puis ça m'a suivi toute ma vie. Même depuis très jeune, les gens remarquaient que j'étais un peu différent, tout ça. Donc, ça m'a toujours suivi. Donc, pour moi, d'impressionner les autres, d'être talentueux, ça venait naturellement. Ça a toujours été comme ça. En fait, je me suis rendu compte que dans le parcours que j'ai fait, peu importe, dans le domaine de la business, du sport, des arts, j'ai toujours excellé. J'ai toujours été un peu au-dessus de la moyenne. Puis, sauf que quand j'ai tombé dans le domaine de la business, c'est que là, on travaille pour des gens où que, quand ils découvrent ça, que tu as ces capacités-là, ben c'est sûr que dans le domaine de la business, ben on exploite ça au maximum, pour faire plus de profit, et patati patata, avant même que je me rende compte de tout ça. Puis même avant même le profit, c'est d'abord, toi, tu te retrouvais d'être le facilitateur Exact. de l'entreprise, mais C'est dans ça. tous les domaines. Exact. Donc, j'étais le bras droit des propriétaires, il y était 2. Donc, quand il n'était pas là, c'était moi qui prenais le fort et tout ça. Fait que tout ça me conduit, et ça n'a pas de limite. Tu sais, quand on veut agrandir une compagnie, la compétition, c'est infini. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ce qui a fait que je me suis rendu au bout de mes limites. Puis, jusqu'à temps que je fasse ce burn-out-là, qui m'a comme complètement shaké, complètement bouleversé, parce que ce que j'ai réalisé dans ce processus-là, c'est que j'avais beau avoir tous ces talents-là, parce que j'en étais très conscient, là, absolument que j'étais conscient des talents que j'avais, mais en fait, j'utilisais ces talents-là pour me valoriser, Okay. pour aller chercher, en fait, j'irais plus loin que ça, c'est plus que de la valorisation, c'était pour aller chercher l'amour des autres. Pourquoi cet amour-là des autres que je voulais aller chercher? Bien, ça, je me suis rendu compte de ça plus tard. C'est que moi, j'ai été une famille, j'ai eu beaucoup d'amour de ma famille. Tu sais, j'ai pas vécu de traumatisme, pas du tout. On était une classe moyenne avec beaucoup d'argent. On a très bien vécu. Une enfance idéale pour plusieurs. J'étais gifted. Tu sais, j'avais tout ce qu'il fallait. Quand j'ai parti de la maison à 17 ans, là, j'ai dit « je vais voler de mes propres ailes » et tout ça. Là, j'ai reçu un coup. J'ai fait une première petite dépression quand j'ai parti. Puis là, je me suis rendu compte « OK, là, je vole de mes propres ailes et c'est ça la vie. » Là, j'ai voulu m'envoler et je me suis frotté le menton sur l'asphalte. Ça a saigné pas pire. Là, j'ai fait une dépression, une petite dépression. J'ai pas consulté rien. Je me suis relevé de ça tranquillement, mais j'ai tombé... C'était un épisode difficile. Oui, c'est un épisode difficile, mais que là, j'ai tombé... j'avais plus les protections autour de moi, la famille et tout ça qui m'aimait tant. Je suis tombé on my own, comme on dit, mais là, je suis tombé dans la peur. Tu sais, je suis vraiment tombé dans les mécanismes plus égotiques et c'est là que mon parcours a comme un peu recommencé d'une façon différente. Et c'est là qui m'a conduit dans vouloir me faire aimer parce que à cette époque-là, je jouais de la musique, puis j'avais pas nécessairement cet amour-là de mes amis musiciens et tout ça. J'avais pas le même contexte. Donc, il s'est créé, j'ai l'impression, comme un vide d'amour
par rapport à ce que La peur j'avais. d'en manquer. Oui, de ce que j'avais avant. Mais j'étais trop orgueilleux pour retourner chez mes parents. Mon frère revient à la maison quand j'ai fait ma petite dépression et tout ça. J'étais trop orgueilleux. Et je ne voulais pas, donc j'ai parti de là. Tant mieux, ça m'a fait apprendre quelque chose, ça m'a fait évoluer. Mais j'ai reparti avec ce vide-là, ce creux-là, que j'ai recommencé à me reconstruire et j'ai tout misé sur mon talent parce que j'avais rien d'autre, tu sais. Donc, mais ça, j'en avais à revendre. Oui, mais aussi, tu devais avoir la confiance en ton talent. J'avais la confiance en mon talent, mais j'avais l'estime de moi, je ne l'avais pas. Ça peut sembler paradoxal, mais je ne l'avais pas. Parce que pour moi, cette dépression-là, c'était comme un échec, c'était une surprise, je ne m'attendais pas à ça. Un gars talentueux de même, ça va dans la vie, c'est sûr qu'il réussit, et non. Et là, ça m'a shaké, ça a été mon premier... Donc, j'avais perdu l'estime de moi, pas dans mon talent, je savais que j'étais talentueux, mais j'avais cette peur-là de retomber tout le temps. Parce que j'étais comme tilté, là. J'étais comme... je perdais mes moyens, là, en étant dans cette dépression-là. Je perdais mes moyens, littéralement. Et tes références étaient comme disparues. Oui. Mes références étaient disparues, mais ça venait prendre toute la place, même dans mon talent. C'était envahissant. Cette créativité-là, je la perdais tout à coup, tu sais. Fait que ça, j'avais peur que ça revienne. Donc, cette peur-là, c'est ça qui m'a conduit dans toutes les autres décisions jusqu'à mon burn-out. OK. Donc, je me suis lancé dans la valorisation et dans le monde qu'on vit, ben, où est-ce qu'on va chercher le plus, comment je pourrais dire, de reconnaissance et de succès, ben, c'est dans l'argent ou dans les entreprises qui ont du succès. Parce qu'aujourd'hui, on mesure le succès. Même aujourd'hui, je me fais encore demander, je fais des projets qui sont bénévoles, je me fais demander, ah oui, tu vis-tu de ça? Combien tu fais avec ça? C'est les premières questions. Comme si on mesure le succès d'un truc juste par l'argent, mais on vit d'un monde comme ça. Fait que moi, quand je me suis lancé dans cette valorisation, puis de retrouver cette reconnaissance-là dans le monde, dans la jungle, autre que les parents qui m'aiment inconditionnellement, ben, je me suis retrouvé rapidement en entreprise, dans des postes importants de cadre, et j'ai commencé en bas de l'échelle, mais avec le talent que j'avais, je me suis amassé vite en haut. Mais vite en haut, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de... c'est ça, là. Vite avec plusieurs chapeaux. Exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que mais ça me valorisait parce que les gens reconnaissaient mon talent et donc j'avais des promotions et c'était comme ça que j'avais mon amour. J'allais rechercher mon amour, mais en réalité, c'était pas de l'amour. J'ai découvert ça plus tard, mais cet amour-là, je ne l'ai jamais vraiment retrouvé avant mon burn-out. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais tellement d'amour dans mon environnement familial que j'en avais pas, moi, pour moi-même. Parce que tout le reste compensait. Quand je me suis ramassé tout seul avec moi-même, c'est là que l'amour pour moi-même a été challengé. Et j'ai tout de suite tombé parce que je n'avais jamais appris à développer ça. C'est comme à l'eau, toi. C'est ça, t'arrives de où? C'est ça, j'ai été flatté toute ma vie. Il y a une partie de toi qui était cachée. Oui, la bulle d'amour autour de moi était tellement forte que j'avais pas besoin d'avoir d'amour propre. J'en avais suffisamment autour. En fait, c'est ça un peu l'histoire. Fait que là, quand je me suis retrouvé seul avec moi-même, que je n'avais pas développé cet amour-là pour moi, alors je me suis ramassé dans le fond assez rapidement. Et là, c'est ça, c'est étonnant, même je regarde ça aujourd'hui, qu'un gars puis je me l'ai déjà fait dire par des gens qui étaient surpris que tout le monde aurait rêvé d'avoir le talent que j'avais dans tous les domaines que j'avais, puis que pourtant, j'arrivais pas à les utiliser. J'ai vécu dans une misère là, sur le bien-être social, et j'ai vécu un peu, pas la drogue tant que ça, mais un peu, tu sais, j'ai été dans... Et c'était incompréhensible pour plein de gens. Voyons donc, tu sais. Fait que, puis pour moi aussi, je comprenais pas. Fait que, mon Dieu, c'est quoi qui manquait? Eh bien, il me manquait l'amour pour moi-même. C'est ça qui me manquait. Ta coupe, à toi intérieure, a toujours été remplie par les autres. Fait que quand tu es tombé dans le monde des adultes, là, tu as eu la surprise que personne ne t'avait dit que ta coupe, il fallait que tu la remplisses toi-même. Exact. Au moins une bonne partie. Là. Ça, là, ça prend un 3/4.
C'est ça. Donc, cet amour-là, j'ai tenté de le retrouver en faisant plaisir à tout le monde. Et je suis devenu ce qu'on appelle un yes man. Donc, je n'étais pas capable de dire non parce que je savais que si je disais oui aux choses qu'on me demandait, ben, la personne allait m'aimer. Alors, c'est de fil en aiguille, c'est ça qui est arrivé. Donc, je me suis ramassé d'une position la plus élevée en dessous de celle qui possède l'entreprise. Ben, j'étais l'autre position en dessous de ça, le bras droit. Puis je me suis ramassé, dans le fond, à avoir autant de responsabilités qu'eux et tout ça, sauf que c'est ça. C'est pas une question d'argent, quoi que ce soit, mais c'est juste une question que j'avais carrément plus de vie. Et cette soif-là d'amour, elle avait pas de fin, là. Elle avait pas de bout. Là. C'était jamais assez. Puis j'en voulais toujours plus. Pourquoi? Parce qu'il m'en manquait une partie. Ça pouvait pas tout combler parce qu'il me manquait la mienne. Il me manquait mon amour à moi. Donc, c'était jamais assez. Mais je comprenais pas tout ça, cette mécanique-là, là, dans ce temps-là. Donc, c'est ça, je disais oui à tout. Et quand que j'ai fait mon burn-out, ben, ça a été mon premier constat. Ça m'a pris quelques jours à réaliser que non, ça peut pas m'arriver. Parce que je suis une personne, dans mon milieu familial, j'ai été exposé jeune à faire de la méditation, à la spiritualité. Ça, j'ai été exposé ça à 11, 12 ans, très, très jeune. Fait que j'avais un bon bagage. Fait que pour moi, j'ai même aidé beaucoup de gens à aller jusque-là, à les sortir de la dépression. Tes fondations étaient solides. J'ai aidé des gens suicidaires. J'ai un parcours. Comment une personne comme ça peut faire un burn-out? C'était carrément impossible. Ça m'a pris par surprise parce que j'ai... Je veux dire, cette réflexion-là que tu viens de dire, c'était de toi à toi. Là. Oui. Comment une personne, avec tout ce que j'ai comme info, comme expérience de vie, comment je peux tomber en pleine face? Faire un burn-out, ça se peut pas. J'ai été déçu de moi-même. Mon Dieu, j'ai cette faiblesse-là, puis je le savais pas. Ça a été un gros choc. Explique le mot faiblesse. À toi, dans ton livre à toi, dans ton expérience, c'est en rapport avec quoi la faiblesse? Bien, c'est-à-dire que... Parce que de faire un burn-out, c'est pas une faiblesse. Le mot faiblesse, ta référence, c'est pas en rapport avec le burn-out. Bien, en fait, c'est que la faiblesse que j'avais, c'est que je croyais que parce que j'avais beaucoup de connaissances intellectuelles, j'avais beaucoup de talent, manuel ou même de façon de fonctionner, d'efficacité, de perspicacité, de discernement. Je pensais que tout ce talent-là suffisait. Que ça t'immunisait. Oui, que c'était ça, être. Que c'était ça, être. Alors que la plus grande faiblesse que j'avais, c'est que non, ce n'est pas. Même, je dirais, même aujourd'hui, avec le recul, je dirais que c'est même secondaire. C'est même pas... ça remplacera jamais l'amour pour toi que tu as pour toi. Et c'est pour ça que je dis que c'était une faiblesse, c'est que cette force-là incroyable est devenue en fait une grosse, énorme béquille à la faiblesse que j'avais. Ça compensait. Et aux apparences de tout le monde, c'était wow, tu sais, Dallaire, on sait bien. Ben oui, Dallaire, c'est sûr. Demande à Dallaire, il va te faire ça. C'est ça. C'est sûr. Dallaire par-ci, Dallaire par-là. De jour, de soir, de nuit. Tout le monde m'aimait, tout le monde m'adorait, tu comprends? Je comprends, oui. Sauf moi. Je ne m'aimais pas. En fait, c'est pas que tu t'aimais pas, parce que de ce que j'entends, c'est que tu ne le savais pas. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pas que tu te détestais. Non, je me détestais pas. Mais tu ne savais pas plus. Je le savais pas. Que tu avais une coupe à remplir par toi-même. C'est ça, exact. Puis c'est là que ça m'a fait découvrir, puis c'est ce qui transparaît dans mon projet documentaire, c'est ce qui m'a fait découvrir l'ego. Je le savais pas encore dans ce temps-là, mais c'est ça. C'est que j'avais l'ego gonflé à 400%. Et pour moi, c'était ça qui remplissait tout. Mais c'est ça l'erreur. C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi, j'étais un monstre égotique, monstrueux, là, incroyable. Mais pas égotique dans le sens négatif. Parce que j'étais pas narcissique. Pas du tout. J'étais pas une personne narcissique. Même, j'avais beaucoup d'humilité et tout ça, mais ça change rien. C'était de l'ego à 300%, je peux vous le confirmer. Parce que c'est ça qui me nourrissait, qui m'habitait complètement. Mais dans le fond, c'était illusoire. Ça bouchait le trou. Ça, je le sais aujourd'hui. Fait que, tu sais, l'ego, c'est pas nécessairement négatif.
c'est que ça comblait, puis même je dirais que c'était tellement positif que ça réussissait à m'aveugler sur l'amour qui me manquait, que j'avais pas pour moi. Mais c'est ça. Donc, quand ça s'est écroulé, parce que je suis arrivé à l'épuisement psychologique, je suis arrivé à l'épuisement physique, mental et même spirituel, je suis arrivé à cette espèce d'épuisement-là, parce que dans ce temps-là, ma spiritualité, elle était développée, mais jamais comme aujourd'hui, mais c'était comme quelque chose de, encore une fois, plus intellectuel. C'était, je savais qu'il fallait faire ça, je savais, le pouvoir du moment présent, ben oui, c'est sûr, mais c'était pas du tout intégré. Oui, c'est ça, c'était tout à l'ordre du cérébral, mais pas descendu dans le cœur. Exact, c'était intellectuel. Puis c'est ça, j'ai ce qu'on appelle le mental inférieur, l'intellect hyper développé. C'est pas pour rien que j'avais beaucoup de migraines dans ce temps-là, beaucoup de maux de tête. Ben oui, j'avais... C'est ça, c'est l'ego. Le mental inférieur, l'intellect hyper développé. Ça virait, là. Ça virait à 300 000 à l'heure, et c'est pour ça, ça faisait partie de mon talent aussi, de mon efficacité. C'est ça qui... Ça compensait pour tout le reste. Fait que c'est ça m'a révélé, c'est pour ça que je dis faiblesse, parce que oui, c'est une faiblesse, c'est mon côté féminin, mon côté être, mon côté instinctif, mon côté ressenti était complètement occulté, là. Ouais, il n'était pas entendu. Si on aurait pu voir mes chakras dans ce temps-là, en avant, ça devait être lumineux, mais à t'aveugler, puis en arrière, l'obscurité totale. Ouais, c'est ça, le voile. Ah oui, il n'y avait rien qui roulait là, ça c'est clair. Fait que c'était un déséquilibre incroyable. Fait que c'est ça que j'avais une faiblesse dans l'être, dans le ressenti, Puis même, je dirais qu'encore aujourd'hui, j'ai tellement développé ces mécanismes-là longtemps, en fait, la moitié de ma vie, mais plus que la moitié de ma vie à l'âge que j'ai là. Tu sais, j'ai 51 ans, ça fait juste une dizaine d'années de ça. Mais que c'est encore, je dirais pas lutter, parce que j'ai une résilience avec ça maintenant, mais c'est tellement omniprésent, c'est naturel, c'est instinctif, c'est instantané, c'est les premières choses, les premières mécaniques qui se mettent en place dans toutes les situations de ma vie. Donc, c'est ça, je dois composer avec... J'ai élevé... Moi, j'aime ça comparer l'ego à un chien qui te protège. Tu sais, mais j'ai été la victime du chien pendant toutes ces années-là. Il a tellement bien fait sa job qu'en quelque part, toi, ça t'a empêché d'être. C'est ça. Là, il a été mon maître toutes ces années-là. Là, je dois devenir son maître, mais là, wow, attends un peu, là. Il veut pas laisser sa place, hein? C'est comme mon espèce. C'est ça. C'est moi le boss, c'est pas toi. Fait que là, il faut que le maître chien, je redevienne son maître. Là, j'ai des croûtes à manger, là. Ouais, ben, dans le fond, comme on avait déjà parlé à un autre moment, l'ego, c'est pas mauvais, parce que présentement, sa planète, il y a plein d'écoles de pensée qui disent qu'il faut détruire l'ego, il faut éliminer l'ego. Ouais. Non. L'ego est un outil pour l'humain. L'humain en a besoin. Absolument. Il doit juste être reformaté pour nous aider et non nous faire voir que le danger partout, puis nous faire vivre des périodes anxiogènes et des crises d'angoisse et des nuits d'insomnie, là. Exact. Puis même, c'est important à spécifier, là. Oui, parce que, puis même, c'est ça, le problème, en fait, c'est pas l'ego. Le problème, c'est qu'on le laisse être le maître, c'est qu'on s'identifie à lui. On pense que les pensées qu'on reçoit de l'ego ou les émotions, parce qu'il nous fait ressentir des émotions, des fois fortes, puis là, on pense que ça, c'est nous. Mais non, c'est pas nous, c'est un signal qui nous envoie. Puis même, j'irais plus loin que ça, c'est que l'ego peut devenir un allié incroyable. Puis ça, c'est un petit peu où je suis rendu dans ma suite de documentaires. C'est que quand que tu dis non, attends un petit peu, là, oui, je sais, t'as peur, puis tout ça, calme-toi, là, c'est pas grave. T'as peur pour moi. C'est ça, puis c'est bien correct, mais je prends cette autre décision-là. Là, l'ego, il enregistre, lui, pendant ce temps-là. C'est que là, il va enregistrer une autre décision que la sienne. C'est comme une intelligence artificielle, il n'y a pas de conscience propre, mais il enregistre ça, puis là, il va voir que ta décision, qui n'est pas la sienne, il va voir le résultat, il va dire, mon Dieu, c'est bénéfique. Oui, c'est ça. La transformation se fait avec les nouvelles circonstances agréables. Donc, cet ego-là, tranquillement, va devenir ton meilleur allié. Absolument. Parce qu'il va enregistrer ça, puis éventuellement, il ne prendra plus juste des décisions fondées sur la peur, parce que lui, c'est juste la peur, mais sur tes propositions de ton libre arbitre à toi. Absolument. Puis que tranquillement, ça va s'incorporer, et là, ça va devenir quelque chose d'extrêmement puissant. C'est que tu vas emmener l'ego avec toi, d'un sens, à évoluer avec toi.
Puis là, mais là, on s'entend qu'on n'est pas là personne. Là. On est beaucoup plus dans la peur. Et ça, c'est la clé. Mais là. c'est la première réaction oui, qu'on a c'est au ça. début. Là. Parce que lui, il connaît rien d'autre, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'on a toutes, pour moi, c'est qu'on a toutes des périodes inconscientes. Et quand on est dans une période inconsciente, c'est-à-dire qu'on se brosse les dents, on pense à rien, ben c'est là que l'ego prend en charge. Parce que là, tu n'es plus activement conscient. Là, l'ego prend en charge. Mais si tu as maîtrisé et éduqué ton ego avec ces espèces de nouvelles informations-là, c'est que dans tes moments d'inconscience, là, tu vas être beaucoup plus puissant parce que là, l'ego va utiliser pas juste des trucs fondés sur la peur, mais les tiennes aussi. Fait que tranquillement, même dans tes moments d'inconscience, tu vas pouvoir rester illuminé. Ben, il fait une ouverture de conscience à quoi d'autre est possible. Exact. Exact. Fait que ça, c'est un truc que les gens... Parce qu'on vit pas ça, on connaît pas ça. Là. Pratiquement personne, je m'inclus là-dedans. On est beaucoup trop dans la peur. Mais puis plus qu'on creuse là-dedans... Moi, je suis un petit peu dans ce processus-là présentement. Puis là, plus que je creuse dans la peur, puis je me rends compte... C'est parce qu'on découvre des peurs qu'on ne savait pas. Au même titre que dans mon expérience personnelle, je ne savais pas que j'avais pas cet amour-là pour moi. Puis tu me l'aurais demandé, puis je leur dis, ben oui, je m'aime. Puis j'ai été sincère... Mais je voyais même pas ça. Là, j'enlève les pleurs, puis là, je vois ça, que je n'avais pas cet amour-là pour moi, mais je le savais pas. Au même titre, les peurs. Il y a plein de peurs encore. Je suis certain, des centaines, des milliers peut-être, que j'ai aucune idée que j'ai. Mais plus on creuse, il y en a que c'est des peurs cellulaires qui datent de millions d'années, cellulaires. T'as des peurs transgénérationnelles. Ben oui, c'est ça. T'as des peurs de... On n'est même pas... Écoute, attends. On n'est même pas rendu là. Non, non. On est juste dans notre vie présente dans les dernières années. Fait que, le travail est incroyable, mais c'est pas grave. C'est de le commencer, puis tranquillement. De le commencer, puis si tu le commences pas, la vie t'amène des événements comme toi, tu as eu à un burn-out qui a fait que ça t'a obligé de t'asseoir et de dire « Wow, attends un peu, ça va pas du tout ». J'aimerais ça que tu nous partages quel est le moment déclencheur où est-ce que tu t'es dit « Wow, stop, là, il n'y a plus rien qui va, là ». Veux-tu raconter cette étape-là? C'est sûr que ça allait pas bien. Là. Dans les dernières années, je dirais les 5-6 dernières années, je suis un gars qui aime beaucoup les arts, donc je travaillais 50 à 60 heures par semaine. Comme je disais dans ma famille, j'étais vraiment pourvoyeur. C'est moi qui faisais à manger, c'est moi qui racontais l'histoire aux enfants le soir pour se coucher, c'est moi qui leur donnais le bain. J'étais très actif, malgré que j'étais en couple et tout ça. Je faisais du théâtre, je faisais de la musique, je bricolais le week-end. J'étais quelqu'un de très créatif, très... Puis là, j'ai vu ça s'éteindre tranquillement, mais je me réalisais pas ça. Là. Je disais, j'ai plus le goût de faire du théâtre, ça me tente moins. J'ai lâché le théâtre, puis là, tout d'un coup, on avait commencé à rénover la maison, mais j'adorais faire ça, rénover la maison. Puis j'ai fait ça plusieurs années. Là, ça a délaissé. C'est ma conjointe qui a terminé les dernières rénovations, ça me tentait plus. J'ai arrêté de faire de la musique. J'ai tout... Mais ça, j'ai réalisé ça beaucoup plus tard. Je m'éteignais tranquillement. Là, tout ce qui... Puis ça m'alimentait, ça m'énergisait. C'est ça qui compensait le stress de mon travail. Quand je me lançais là-dedans dans le théâtre, je pensais plus à mon travail, puis ça m'alimentait. J'étais énergisé. Mon travail me tuait, me fatiguait. Puis là, quand je suis arrivé au bout, là, ça allait plus pantoute. Je me sentais plus bien. Là, j'ai réalisé que mon Dieu, je m'éteignais à petit feu, Puis là, si tu m'aurais posé la question, pour moi, c'était des choix que je faisais. J'ai plus le goût. Moi, j'ai plus le goût. Mais si je me serais posé la question, ce que j'ai pas fait, là, parce que je le savais pas, pour moi, je choisissais d'arrêter le théâtre. J'ai plus le temps, puis tout ça. Mais j'aurais dit, j'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Mais là, si je me serais posé la question, pourquoi tu n'as plus l'énergie? Ben là, j'aurais répondu, je travaille trop, le travail me fatigue plus. OK, ben là, tu pourrais-tu arrêter de travailler un peu, J'équivaut 32 personnes. C'est ça, genre, là. Ce qui était quasiment vrai, là. Fait que, c'est ça. Fait que... mais j'étais même pas là. J'étais encore en contrôle de ma vie. J'étais un gars qui contrôlait tout, là, J'étais très fort, puis je le savais. Ça a l'air pas, ça, hein? Oui, c'est ça. Puis je croyais ça, mais c'était vrai aussi, d'un certain sens. Puis là, fait que là, j'étais arrivé, une bonne journée, je suis rentré, ça allait pas très bien, puis là, je sais pas, je me rappelle pas l'événement qui venait de se passer, mais forcément, c'était quelque chose, je sortais du bureau
ma boss. Puis j'avais une bonne relation, tu sais. Mes boss. C'était pas une chicane. Non. C'est juste. Non, j'étais yes man, La j'acceptais tout. plug s'est tirée cette journée-là. C'est ça. Probablement que c'est un truc à François, on fait tout ça. Puis là, j'ai dit oui, moi, j'allais me faire valoriser. J'ai dit oui. Puis là, je sortais du bureau, tout craqué, l'ego dans le prélat. Puis là, je suis rentré dans mon bureau. Puis là, j'ai comme pris un respire. Puis je me suis rendu compte de toute la charge de travail en plus que ça l'impliquait. Puis là, ça a fait... Là, le bouton, il a pété. Le breaker s'est éteint. Là, physiquement. Oui, je suis devenu. Moi, j'étais un gars très chaleureux, j'ai toujours les mains chaudes, les mains froides, les pieds froids. J'ai jamais connu ça de ma vie. Avant ce moment-là, je suis devenu froid, mais j'ai jamais revécu un froid comme ça. C'est comme si tu m'avais. C'est comme si instantanément, je tombais au pôle Nord. Au pôle Nord, mais de l'intérieur. C'est ça qui m'a. À l'intérieur, c'était froid tellement que je dis, mon Dieu, je vais-tu m'évanouir? Mon cœur va-tu arrêter? Physiquement, il se passait quelque chose que j'avais jamais vécu, qui était très intense. Puis il a comme fait, wow, là, je vais-tu partir? Il se passe quelque chose. Moi, je suis en train de mourir. Mais là, en plus, dans ton cerveau, toi, tantôt qu'il disait que tu étais très cérébral, tu n'avais aucune référence de ça. Là. Zéro. Puis personne dans ton entourage a dû te raconter, toi, quand tu étais plus jeune, qu'il avait vécu quelque chose de semblable. Donc, zéro référence. Puis, fait que là, ça a été comme là, le mal de cœur. Le mal de cœur, je pense, c'est la peur. Là. Quand j'ai eu peur de ce qui se passait, là, j'ai eu mal au cœur. Là, ça marchait plus. Là, je respirais plus comme il faut. Fait que... Puis, non, c'est vrai, ça peut pas être en sortant du bureau de mes boss ou peut-être une conversation téléphonique parce qu'il était absent. Il était pas dans le bureau, il était à l'international. Puis, c'est moi qui tenais le fort. Ça, je me rappelle de ça parce que je me disais, je peux pas partir parce que c'est moi qui s'occupe de la business, ils sont pas là. Puis j'ai dit, c'était impensable que je reste là. J'ai dit, je vais vomir, je vais tomber à terre, ça marche pas. C'est les autres qui vont me ramasser. C'est ça. Fait que là, j'ai dit rien à personne. J'ai dit, je quitte, je m'en vais. Je suis parti chez nous et j'étais complètement bouleversé de ce qui se passait. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Puis là, ça m'a pris, je sais pas, une journée ou deux. Là, j'ai appelé, je pense que c'est le lendemain ou le soir, je sais pas. Je les ai appelés parce que ça, il était à l'étranger. Puis là, je pleurais au téléphone. Ça m'a pris 2 minutes avant de pouvoir lui expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que... Il y avait quelqu'un de mort. Oui, c'est ça. Il s'était passé quelque chose d'incroyable. Mais en fait, je pense, en y repensant, oui, il y avait quelqu'un de mort, mais il y a une partie de moi qui est morte là. Ça, c'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est là, ça a été physiquement, là... Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des acouphènes. C'est un autre truc physique que j'ai encore aujourd'hui, un peu, beaucoup moins fort. Là. Mais j'ai eu ça, tu sais, j'ai vraiment commencé à avoir des acouphènes. Et là, OK, là, ça s'arrête. Et là, j'ai compris que c'était un burn-out que je faisais parce que là, il y avait une grande fatigue, mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Dans le fond, si je comprends ce que tu dis, c'est que tu étais en remise en question sur tout. La seule chose que j'étais sûr que je pouvais dire, c'est que je ne peux plus continuer comme ça. C'est la seule chose que j'étais capable de dire. Puis qu'est-ce qui m'a bouleversé beaucoup là-dedans, c'est ce que je disais tantôt, c'est de découvrir cette faiblesse-là. Parce que oui, c'est une faiblesse, puis c'est pas... Je sais qu'est-ce que tu voulais dire tantôt. C'est pas de l'apitoiement, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je compensais dans quelque chose d'une façon fabuleuse, on va le dire comme ça. Ouais, c'était mémorable. Incroyable, mais qui cachait cette faiblesse-là, ça n'avait pas de sens. C'est un déséquilibre incroyable. Donc, là, je faisais face à ce déséquilibre-là et pourtant, tu aurais demandé à n'importe qui me connaissait, une des personnes que ces personnes-là connaissaient qui était le plus équilibrée, je vous garantis qu'ils m'auraient tous nommé parce que c'est ce que je dégageais. Fait qu'on voit tout de suite l'espèce de monstre d'ego que c'était, et même pour moi, là. Parce que je croyais ça aussi. Je le rappelle, pas monstre dans le sens de abuseur. Non, dans le sens d'énorme. Non, c'est ça. Non, c'est ça, C'était non. intense. Énorme. Ouais. Énorme, poussé à l'extrême. Ouais. Un ego gros comme le mien, c'est, d'après moi, c'est rare. Okay. Je pense. OK. Je pense que c'est rare.
Fait que c'est ça. Fait que c'est... Tout ça a joué finalement, ces talents-là et tout ça ont joué contre moi. C'est-à-dire que... En apparence. Oui, en apparence. Mais en fait, En apparence. c'est juste le parcours de ma vie, en fait. Ouais. C'est pas plus intéressant ou moins intéressant que personne d'autre, c'est pas ça. C'est juste que c'est le mien, c'est le chemin. C'est une expérience qui me fait comprendre que c'est ça, qu'au bout du compte, c'est l'équilibre. Le talent et tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Fait que, tu sais, que tu sois talentueux ou pas. Moi, c'est ça ma réaction. De ce que j'en comprends, c'est que tout ça, c'est accessoire. Mais je le pense vraiment. C'est vraiment pas important, c'est accessoire. En fait, il y a des handicapés qui avaient de la misère à s'exprimer, puis qui, en chaise roulante ou peu importe, qui étaient beaucoup plus équilibrés que je l'étais, là, clairement. Là. Tu sais, ça, je le vois aujourd'hui, là, je m'en rends compte, et je le vois chez les autres. Fait que pour moi, toute cette histoire-là de talent, de perspicacité, de procédure et d'intellect surdéveloppé devient et n'est plus pour moi aujourd'hui positif autant. C'est que je me rends compte que dans mon cas, c'est beaucoup plus négatif. Il faut plus que j'apprenne à tempérer ça, wow, on se calme un peu, là. Mais à pas le faire disparaître, juste non, c'est ça. tempérer. À le ramener. Puis à remonter l'autre C'est ça. côté de la valorisation, de l'estime de toi, C'est ça. de la De confiance. l'être, ouais. Puis, ouais, c'est ça. De Absolument. l'être, d'apprendre à être. Fait que moi, mon défi, ben c'est ça. Je suis énormément trigué par la peur, donc parce que j'ai vécu toutes ces années-là le motif de la peur de ne pas être aimé. Ça t'a pris combien, t'évalues que la dépression, en tout et partout, ça t'a pris combien de jours, de mois, d'années, Ben ça, avant de dire, d'accord, de cette période-là, j'étais en dépression. c'est sûr que je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je m'en suis sorti assez rapidement. Je pense, c'est mon explication, je peux me tromper, mais je pense que parce que j'avais beaucoup de bagages spirituels, j'avais lu beaucoup de livres spirituels, mes parents, j'ai eu beaucoup d'amour. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un... T'étais soutenu. Oui, c'est ça. Ben oui, j'avais du soutien, mais tu sais, j'avais l'ego tellement fort que j'ai voulu m'en sortir tout seul le plus possible. Okay, j'ai je pas comprends. eu de soutien tant que ça, parce que pour moi, c'est important de faire ce processus-là tout seul. Aujourd'hui, je réalise qu'encore là, c'était de l'ego. J'acceptais pas l'aide des autres pour pas qu'on considère comme juge. faible. Ça, je le vois très bien aujourd'hui. Mais malgré tout, j'étais quand même assez suffisamment sur la bonne track que ça a fonctionné quand même. Oui, c'est ça. Ça a fonctionné, je dirais, beaucoup à cause des connaissances spirituelles que j'avais, que là, j'ai pu mettre en pratique, j'ai pu essayer, j'ai pu vraiment intégrer. Fait que là, ça a été une période assez rapide pour quelqu'un. J'ai connu d'autres gens qui ont fait des burn-out, des personnes qui ça a duré 1 an. Généralement, ils disent entre 6 mois et 1 an. Moi, je dirais qu'en 3-4 mois, je m'en suis sorti. Sauf que j'ai vécu une période d'1 an et demi après qui était so-so, quand même. C'était chancelant. C'est ça. C'est-à-dire que je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière et je ne reviendrais pas en arrière et je ne referais pas de burn-out. Mais ça a été une période d'ajustement pas facile, tu sais. Où est-ce que tu as dû prendre le temps de t'observer, dans le fond? C'est ça que Oui, tu dis? c'est ça. Je savais que je ne retomberais pas. Ça, j'en étais convaincu. Puis dans ce temps-là, j'assisais ça, cette confiance-là, sur mes connaissances que je savais. Peut-être à raison ou à tort, je ne le sais pas, mais ça a fait que ça a suivi ce chemin-là. Sauf que ça a été une période... je peux pas dire que j'ai réalisé tant de choses que ça. Je pourrais plus dire que j'étais comme un peu stagnant. J'étais comme un peu... J'avais compris des choses que je pouvais plus retourner en arrière. Puis c'est comme je nageais dans cette boîte-là en essayant de comprendre qu'est-ce que je devais changer. Qu'est-ce que... Où était ton nouveau chemin? Oui, en fait? c'est ça. Où est-ce que je m'en vais? Ça a été une période d'introspection, plus que je m'observais. Parce que c'était une période relativement négative, où qu'au travail, j'étais la personne très positive, qui était la solution, le gars de solution. Pendant 7 ans et demi-là, avant que je quitte l'emploi,
j'étais devenu très négatif pour l'emploi. Et en fait, en réalité, j'avais donné ma notice, mais on m'a congédié 6 mois avant ma notice parce que c'était rendu difficile pour eux à cause de mon négativisme. OK. Alors, je nageais vraiment dans cette... Mais en fait, est-ce que tu as l'impression que cette période-là, tu étais juste en réaction au fait de ton sentiment peut-être d'impuissance de ne pas savoir? Oui, je pense que c'est ça. Parce que je ne savais pas encore et j'étais dans la colère. La colère, l'inquiétude, Oui. le sentiment d'impuissance la plus totale. C'est ça. C'est comme... J'étais déçu de moi. Je venais de découvrir ma faiblesse, en quelque part. J'étais déçu de ça, d'une personne tellement plein de ressources, qui a tellement de background, qui a tellement aidé des gens. Ça se pouvait pas. Mais oui, je vivais ça. C'était de la déception. J'avais de la colère parce que je me sentais exploité, comme si on m'avait abusé de moi jusqu'à travail. l'épuisement. Ouais. Parce que je ne suis pas le seul qui a fait des burn-out dans cette entreprise-là. Mais ils savaient s'entourer de ces gens-là. Puis aujourd'hui, je comprends que c'était pas de la mauvaise foi, là, d'eux autres. Ben là. non. Non, Puis c'est en même temps, c'est à chaque humain individuel de mettre le limite. exact. Et je ne mettais pas mes limites. Ben non, tu dis Alors, oui c'est- à tout. C'est ça. Alors, cette période-là, j'ai dit non presque à tout. Ça l'amplifiait mon sentiment. J'étais pas bien avec ça parce que Ben, t'es j'avais... pas habitué de dire C'est des ça. noms. C'est ça. J'étais pas habitué de dire non. Fait que quand je disais non, mon ego voulait me détruire par en dedans. On disait « Hey, petit gars, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'auras plus d'amour. Ah t'auras- oui, Fait que tellement. l'ego m'a malmené, me fouetté pendant... Fait que j'étais encore pris dans ça, dans cette culpabilité-là, dans cette... Je savais que c'était la bonne chose de dire non, mais je vivais cette culpabilité-là, cette impuissance, cette torture-là, cette Il y avait une souffrance-là. incompréhension Ouais. du fonctionnement, de la remise à jour Ouais. de cet ego-là à l'intérieur de toi. Là. C'est comme Puis si- de toi-même dans ton nouveau fonctionnement, dans ton nouveau être. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avais laissé l'ego tout mener. Du jour au lendemain, je dis non. Là, c'est moi qui mène. Puis là, l'ego n'est pas content, il me mord, puis il me crache après. Puis je Et ne kick comprenais aussi. pas. Là, je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. J'étais dans ça. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi tu t'es... Je comprends pas. Je comprenais pas que je venais d'y enlever tout le pouvoir qu'il avait sur moi. Tu sais, je sais bien que c'est pas une Ah, ouais, entité. ouais, là. c'est une image. Mais c'est une image, tu sais. Ouais. Je ne comprenais pas cette réaction-là qui est, dans le fond, aujourd'hui, ça m'est risible. C'est évident. C'est évident, mais j'étais dans cette boîte-là. Là. Fait que Ouais. j'essayais. Puis après ça, quand j'ai quitté l'emploi, là, en fait, c'est que là, il n'y avait plus ce contexte-là. Ça a l'air de rien, mais c'est un rejet, ça. T'as dit, toi, tu avais donné ta notice à tel moment, puis Ouais. eux t'ont congédié avant ton Ouais. moment de la notice. En plus, ça m'a mis un peu dans le trouble. Financièrement, Aussi. mais pas juste ça, je veux dire, émotivement, là, Oui, c'est du rejet. oui, Tu as dû vivre ça comme une injustice aussi en passant. absolument. Ça l'alimentait la colère encore plus. Et ça m'a pris ensuite de ça. Mais là, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais déjà démarré mon entreprise quelques années avant que je faisais on the side. OK. Dans le fond, j'avais remplacé toutes mes autres hobbies par cette petite entreprise-là de cinéaste, de producteur vidéo que j'avais commencé on the side. Fait que c'était clair que quand j'allais quitter quelques mois plus tard, j'allais faire ça, me lancer Ouais. là-dedans à 100%. J'avais déjà des contrats. Écoute, je vivais pas de ça, mais alors là, j'ai comme pas eu le choix financièrement de me lancer dans ça à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancé là-dedans à fond et j'ai connu une très bonne année, ma meilleure année. Même là, ça m'a fait regretter de ne pas avoir quitté avant parce que là, j'avais jamais fait financièrement autant d'argent que ça. Pourtant, plein de gens m'avaient dit ça. Ils disent, pourquoi tu travailles encore là? Tu n'es pas heureux? Pourquoi tu es tellement bon Il y faire a des gens qui vidéos? t'ont Ben envoyé oui! des flags, hein? Quand j'ai Ils t'ont mis des drapeaux, Ah, mon François! Dieu! Je n'écoutais pas ça. Je n'entendais pas ça. Je le savais que j'avais du talent en production vidéo. C'est pas ça la question. C'est que mon insécurité, mon besoin de valorisation était trop grand. Et c'est là que je dis que je manquais cet amour-là pour moi, d'estime de moi, parce que si j'aurais eu cette estime-là pour moi, je l'aurais fait le mot. Mais en quelque part, peut-être aussi que c'était juste, tu sais, à l'époque où est-ce que tu as vécu ça, ben tout le monde le fait le don. Fait que tout le monde avait une job stable, tout le monde travaillait pour quelqu'un d'autre. C'était vraiment pas nécessairement le temps
où est-ce qu'on voyait comme aujourd'hui, on voit plein de travailleurs autonomes partout, là. Ben non. Non? Non, c'est même, je te dirais, l'inverse. Parce que moi, toute ma famille est en business, presque. Ah, mon Dieu, OK. Moi, à part mon père, là, directement, eux autres, c'est des employés, mais tous mes oncles, ils ont tous des business. OK, Fait que OK. je suis quand même, dans mon entourage, des gens en business, je suis quand même commun, mais c'est sûr que T'avais eu cette référence-là, oui, quand même, oui. là. C'est sûr que j'avais C'était vraiment la sécurité oui. financière stable qui faisait que tu C'est ça. restais là, en fait. J'étais beaucoup OK. trop insécure. Tu sais, j'ai été élevé d'un petit cocon d'amour en Watt. Beaucoup d'amour. Mes parents avaient de l'argent. On avait tout payé. J'ai jamais travaillé avant d'avoir quitté la maison. J'avais plein d'amis qui travaillaient des jobs le soir. Puis tout moi, j'ai jamais connu ça. Tu sais, c'est ça. J'étais vraiment d'un petit nid douillet. Fait que je suis tombé dans l'insécurité la plus totale. Puis ça, je me suis jamais relevé de ça, en fait, avant 41 ans, Ouais. que je quitte mon emploi, que je démarre mon entreprise. À cette heure, beaucoup de gens m'encourageaient. J'avais déjà commencé un peu. J'ai vécu une super belle année. Là, ça a fait comme « Wow, OK. » Là, j'ai repris... Bonne réponse. Oui, là, j'ai repris du poil. Puis j'ai dit « OK, là, je peux m'appuyer là-dessus un peu. » Et là, j'ai recommencé... Ça marche pour vrai. Oui. J'ai commencé à regagner un peu d'amour pour moi. Mais de la vraie, là. Je veux dire, pas juste par rapport à mon talent, mais par rapport... En faisant ça, tu es allé récupérer tranquillement chacune de tes billes qui t'appartenaient à toi, Ouais. à tes couleurs, à ton essence, à C'est tes ça. envies. Là. C'est ça. Je sais pas, c'est pas juste le move d'être partir à mon entreprise vraiment 100% parce que j'étais terrorisé, là, on s'entend. Mais je pense qu'à côté de ça, il y avait déjà un processus spirituel aussi qui a comme été conjoint à ça, là. Donc, cet amour-là, pour moi, je veux dire, c'est pas... La solution, ça n'a pas juste été l'entreprise à côté. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a eu d'autres choses aussi, spirituellement, que j'ai commencé à nourrir plus. Et c'est ça, recommencer à me permettre d'être un petit peu. Bon, j'ai vécu une année ou deux, là, la crise est arrivée et tout ça, un peu plus tard. J'ai failli me lancer dans l'entreprise à refaire des heures de fou et tout ça. Mais non, je me suis raisonné tout de suite. J'ai dit non, je suis mon boss maintenant. Alors, c'est pour ça que je dis que quand même... Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai gardé plus le dire non. J'ai refusé des contrats. En fait, d'avoir une belle année comme ça m'a dit, hop, j'ai ramassé un petit coussin. Donc, ça m'a permis ça aussi de dire, de ne pas accepter n'importe quoi. De ce que j'entends, ça l'a mis en place à l'intérieur de toi une certitude que ça pouvait fonctionner et une sécurité en même temps. C'est ça. Donc, j'ai continué à dire non à ce qui ne me plaisait pas. Et donc, c'est là que ça a démarré. Et là, depuis ce temps-là, ça s'est seulement amélioré. Ouais. Puis même si j'ai été... je me suis séparé avec ma conjointe. J'ai été un bout à presque perdre ma maison. Et même dans ces périodes-là, qui fait pas si longtemps, que j'avais plus d'argent, plus rien, et que j'étais serein. Je vivais ça sereinement. Je me sentais pas... En fait, ça m'a challengé à vivre sereinement. Alors, j'ai comme réapprivoisé toutes ces insécurités-là. Ça a été extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique, et ça a été un beau cadeau de l'univers de passer ça. Maintenant, je sais que je suis peut-être pas immunisé, mais admettons que... Mieux préparé. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai plus peur que ça m'arrive. J'ai plus peur parce que je sais Le que... manque ne Non, vient exact. plus te faire un clin d'œil en disant « Je m'en viens dans ta cour », puis toi, tu vas faire « Non, non, non! » À un point tel, même, que je pourrais dire qu'aujourd'hui, que là, financièrement, ça va très bien, et que j'ai gardé un mode de vie très simple. Je dépense vraiment pas beaucoup. Et c'est pas l'insécurité qui alimente ça. Puis t'es pas en train de dire que tu te prives. Non, pas du Tu tout. fais juste être vraiment dans les besoins de l'humain, de toi Oui. qui tu es, et tu te respectes vraiment. C'est que j'ai apprécié, pendant que j'avais vraiment pas d'argent, j'ai vraiment apprécié cette sérénité-là qui n'était pas appuyée sur mon compte en banque, mais appuyée sur ma paix intérieure. Et ça, j'ai gardé ça. Même si maintenant, j'ai plus d'insécurité financière, mais je me colle à ma paix intérieure, peu importe ce qui arrive. Bon, ma séparation, ça a été houleux un petit peu, et je me suis collé à ça. Il y a eu de l'adaptation à faire. Il y a eu de l'adaptation, mais
cette paix intérieure-là, maintenant, je le sais qu'elle disparaîtra plus, puis qu'elle est là tout le temps. Et ça a été... moi, juste ça a été que cette paix intérieure-là est là, que je sais qu'elle ne partira plus jamais. Ça a été un gros morceau qui est vraiment récent, là, dans les quelques mois. Cette paix-là ne dépend de rien extérieur à nous. Exact. Fait qu'il n'y a personne qui peut te la prendre, te la voler, te manipuler avec. C'est juste, écoute, tu te reprendras parce que ça ne me fait rien. C'est ça. Exact. J'ai envie de te demander si tu avais des conseils, pas des conseils, mais des trucs, conseils, trucs à suggérer aux hommes. Parce que moi, je me rappelle que tu m'avais déjà partagé qu'effectivement, ça avait pris beaucoup de temps avant que tu te rendes compte que ça faisait peut-être un petit bout que tu avais enclenché ça, le burn-out, mais que avant de réaliser que c'était vraiment ça, après ça, tu avais comme catché des trucs. Un coup que tu as passé la dépression, puis que tu t'en es sorti, par après, tu as fait un regard sur la période que tu venais de vivre et tu t'es rendu compte qu'il y avait des signes avant-coureurs. Est-ce que tu pourrais partager aux hommes les signes avant-coureurs pour les aider à peut-être voir à l'avance que là, il y a un signal important de peut-être de burn-out pour leur dire, pas nécessairement que c'est un chemin à éviter, mais de ne pas attendre d'aller trop loin puis de le vivre aussi intensément? Moi, avec le recul, parce que tu sais, je suis un gars très analytique. Les signes avant-coureurs. Oui, c'est ça. Puis quand je me reporte à ce temps-là, je voyais vraiment pas ça. Non, non. On le voit toujours après. Oui, c'est ça. Dans n'importe quoi, là, les deuils ou peu importe, là, c'est toujours après. Alors, ce que je vais dire pour une personne qui va peut-être vivre ça plus tard, ça va être dans le domaine de l'intellect pour elle, mais ça va quand même être des signes, je pense. Ce que je pourrais dire, c'est que j'ai pas pris le temps de me poser des questions. Ça, c'est la seule affaire qui aurait pu me faire sortir de là plus tôt. Je vois pas autre chose que ça. Parce que la seule façon que j'aurais pu réaliser ça, que c'est en train de se produire, c'est si j'aurais pris quelques minutes me poser des questions lorsque j'ai pris des décisions assez importantes dans ma vie. Mais encore là, on est tellement... Moi, c'est sûr que c'était une période de ma vie où j'étais... Bon, la famille, les enfants étaient jeunes, tu sais, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses autour de nous. Oui, on est très actif autour de nous. Et c'est là qui fait qu'on se perd un peu dans cette activité-là. Mais je dirais, je vois pas d'autre façon que si j'aurais quand même pris quelques minutes, me poser, OK, je lâche le théâtre. Wow, j'adore faire du théâtre. J'ai même mis en scène des trucs, j'ai écrit des pièces de théâtre. Ça aurait dû être un signe. De me dire, OK, mais j'avais la raison, j'avais l'argument, il faut apprendre les textes, tout, nanana, mais tu sais, j'aurais poussé ça un petit peu plus loin. J'avais plus le goût. OK, t'as plus le goût, c'est correct, mais c'est quelque chose que t'adores, right? Ah, j'adore être sur les planches, tout ça, être comédien, tout ça. OK, mais pourquoi? Ben, c'est long à prendre les textes, là, c'est le soir, puis là, j'ai plus de temps pour... ouais, t'as plus de temps. Ah, comment ça, t'as plus de temps? Pourtant, plein de gens font du théâtre à temps partiel, tu sais, de façon amateur. Ah ouais, mais moi, au travail, je fais 50 ou 60 heures. Ah ouais, tu fais 50 ou 60 heures. C'est pas un peu trop, ça? C'est ça. C'est la seule façon, selon moi, que j'aurais pu dire, ouais, c'est vrai. Ah, mais je suis pas tout seul. Probablement que j'aurais répondu ça. Je suis pas tout seul, je veux réussir, j'ai ma famille. Probablement que ça aurait peut-être pas changé, parce que j'aurais eu la réponse. Ça serait peut-être dit aussi, tout le monde passe par là. C'est ça. Un passage obligé. Je suis pas certain. Moi, je me dis, moi, je suis de cette philosophie-là. Je dis pas que j'ai raison, mais moi, je pense sincèrement que... Puis j'ai déjà dit ça à des gens qui se posaient une question, je devrais-tu être gérant? J'ai des mauvaises expériences en tant que gérant de magasin, là, on m'offre le poste, je suis pas sûr de vivre cette pression-là. Et j'ai répondu à cette personne-là qui est proche de moi. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, tu peux pas te tromper. Peu importe ce que tu décides, tu ne feras pas d'erreur. Là, elle était surprise, elle a dit, comment ça?
Ben, j'ai dit, si tu décides de prendre le poste, malgré les plus ou moins mauvaises expériences que tu as faites, c'est parce que tu n'es pas allé au bout. Alors, si la mauvaise expérience se poursuit, on s'entend probablement ça va être ta dernière fois. Elle va dire, oh oui, bon, là, tu vas avoir été au bout, c'est réglé, on tourne la page. Si tu décides de ne pas y aller parce que tu as trop peur de revivre ça tout bien, c'est parce que tu n'as eu assez. Puis tu es dû pour d'autres choses. T'es dû pour tourner la page. Et maintenant. Voilà, c'est ça. Fait au bout du compte, c'est ça que j'y disais. Puis tout est parfait. Tout est parfait. Donc, peu importe ce que tu décides, c'est la bonne réponse. Parce que tu vas avoir les conséquences. J'aime pas dire que tu mérites, mais les conséquences. Tu vas avoir les conséquences, puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Puis moi, avec le recul, je regarde mon burn-out et je l'ai dit souvent, là, je remercie le ciel de ça parce que ça m'a fait évoluer très rapidement. Puis j'en suis aujourd'hui à une étape que si ça s'aurait fait doucement, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui parce que oui, ça a fait mal, ça a fait ses efforts, mais ça m'a permis d'aller brasser de la vieille crasse dans le fond. Que tu ne savais pas qu'elle était là. Exact. Qui aurait été peut-être un processus beaucoup plus long si ça s'aurait fait plus smooth. 2, 3 burn-out. Peut-être, c'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends, c'est vraiment d'amener les hommes à dire, si vous avez une passion que vous faites déjà, puis que une passion, un loisir, un hobby, puis que du jour au lendemain, sous le couvert de trop pas de temps, vous arrêtez une affaire, 2 affaires, 3 affaires, allumer des lumières. Là. C'est ça. Oui. Vraiment, quand on prend des grandes décisions dans notre vie, je pense que c'est de juste poser la question, OK, c'est une grosse décision, acheter une maison, ou tu sais, on s'embarque dans quelque chose, de se poser les questions, OK, je fais un gros move, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? De juste aller... Est-ce que je suis bien là-dedans, dans ce move-là, que ce soit une maison que tu achètes ou un loisir que tu arrêtes? Oui, puis là, tu me fais penser, c'est ça. Ça me fait penser, je pense que je dirais, si le motif est quelque chose qui est considéré ou que tu considères comme négatif, alors là, j'allumerais une lumière. Dans le sens que moi, dans mon sens, c'était une façon négative, qui était que je manquais d'énergie. Donc, le motif était que c'était devenu trop exigeant maintenant. OK. Donc, c'est plus que je tourne la page, j'ai adoré ça, merci tout le monde, je passe à d'autres choses, j'ai un autre projet qui m'emballe. Là, c'est positif. Il y a quelque chose d'autre qui t'allume, tu as fait le tour de ça, c'est une chose. Mais moi, c'était pas ça. C'était quelque chose qui s'éteignait, qui n'était pas remplacé, qui était juste, qui disparaissait. Puis une deuxième chose qui disparaissait, mais pas remplacée par autre chose. Parce qu'on peut changer de passion. J'ai fait du théâtre, j'aimais ça, j'ai fait ça tant d'années. Après ça, j'ai lâché le théâtre, puis je me suis mis à la sculpture, puis j'ai fait de la sculpture. Ça, c'est pas pareil. Parce que là, tu remplaces quelque chose, tu expérimentes autre chose. C'est ça, tu continues à explorer c'est des positif. facettes de toi dans autre chose. C'est ça, c'est positif. Moi, c'était pas négatif. C'était pas positif, c'était... Je remplaçais pas ça, je laissais mourir ça, c'est tout. Parce que c'était rendu trop. Ah, ouais. Puis en même temps, quand j'entends ce que tu dis, ça me fait penser de mettre un avertissement aux hommes de s'il y en a d'autres qui s'y écoutent puis qui sont comme toi, des super Power Rangers là, qui font tout par rapport à tout puis sont bons dans tout, là. Puis même pas obligés d'être bons dans tout, mais je veux dire, ceux qui sont beaucoup investis, autant au niveau de la famille, le travail, le ci, le ça, à un moment donné, je pense que c'est important en tant qu'être humain de prendre du temps pour soi. De ne pas tout mettre ton temps au travail, ni pour tes enfants. Ça ne veut pas dire que tu les aimes moins, tes enfants, ou ta femme, ton partenaire de vie. Ça veut juste dire que de prendre du temps pour soi, d'être à l'écoute de soi, de faire quelque chose tranquille, ne serait-ce que, je dis n'importe quoi, faire 20 minutes 3 fois par jour, par semaine, une petite marche dans la rue, dans ton quartier, tout seul. Exact. Sans musique, sans un temps de rendez-vous de toi avec toi. Ça, la société, là, on s'entend-tu qu'elle focus beaucoup sur les 3 P, là, hein? Il faut être productif, performant puis payant. En bas de ça, tu n'es pas acceptable, puis tu vaux rien. Puis, alors que c'est tout faux, là. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Il
Il faut prendre du temps d'arrêter d'être étourdi par la télévision, la radio, les enfants qui jouent, qui crient, qui chicanent, ou qu'on fait toujours plaisir à un, puis à l'autre, puis à l'autre. À un moment donné, il faut revenir puis avoir du temps pour soi. Oui. C'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis. Puis la chose que j'ajouterais à ça, c'est que d'arrêter avec les références. Parce que la seule référence qu'on a, c'est nous-mêmes. Puis il n'y en a pas d'autre. Tu sais, 40 heures de travail. J'ai discuté avec plein de gens. 40 heures de travail par semaine, le genre de travail qu'on fait, c'est beaucoup trop. Peu importe que ça prend ça pour vivre, c'est pas ça la question. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est pas parce que la société dit que c'est ça qu'il faut. Exact. Puis chaque personne est différente. Il y a des gens qui vont avoir besoin de faire une sieste l'après-midi. C'est parfait, c'est ta référence, c'est toi. Qu'est-ce que tu sens? Tu fais ça. Et si tout le monde te juge, puis tu dis, lui, on sait bien, il dort toute l'après-midi, il fait rien. Peu importe. C'est d'arrêter avec ça. C'est de s'écouter, puis de... Bien, puis assumer qui on est. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais quelqu'un, avec mes 4 enfants, on s'entend-tu que le matin, ça gaule, hein? Oui. Fait que, les devoirs, les leçons, pas finis de la veille, puis quand ça arrive le soir, les bains, puis les ci, les ça, puis envoyer dedans. Fait que toute ma vie, je me levais de bonne heure le matin, puis souvent, à un moment donné, je me levais plus de bonne heure, beaucoup, parce que je me suis rendu compte que moi, j'étais quelqu'un qui était une tortue le matin. Mais avant que je me rende compte que j'étais une tortue, je courais en tabarnak, puis là, j'étais frustrée tous les maudits matins que j'avais d'affaires à me lever parce que j'avais pas assez dormi, parce que je me mettais à courir toujours pour les autres, avant moi même de m'être comblée. Fait que je me suis mis à me lever 1 heure plus tôt pour m'accorder ce temps de rien faire là. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas de... On parle de là... tu sais, mon plus vieux, il va avoir 40 ans, là. Fait que il n'y avait pas de téléphone cellulaire, là. J'étais pas sur Internet, là. Mais juste le temps d'être là et de refaire le monde pendant que je prends mon petit breuvage chaud le matin, sans crier, sans avoir à courir, à répondre à un, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. J'avais besoin de ça. Fait que j'invite les gens à regarder vos besoins d'être entendus, de vous dire, d'être reçus. C'est-tu comblé, ça? De par vous-même. Puis après ça, par rapport aux autres, vous vous situez où? Puis de prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous avez envie. Puis les solutions que moi, que François, on peut vous dire aujourd'hui, bien, il y a peut-être des parcelles là-dedans qui peuvent vous convenir, il y a peut-être des choses qui ne vous conviendront pas, puis peut-être que tout va vous convenir, mais l'important, c'est pas que ça vous convienne ou pas, c'est de regarder quelle est la partie qui est importante pour vous. Puis pour le reste, ça peut peut-être vous allumer, par contre, à autre chose. Puis cette autre chose-là, si ça résonne à l'intérieur de vous, ben tabarouette, go, allez-y. Ouais. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personne sur la planète. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Votre solution à vous, pour vous, c'est telle affaire, partez puis faites-le. Au jour d'aujourd'hui, pour X raisons, vous avez besoin, maintenant, vous sentez que la dépression, le burn-out est proche, vous avez besoin de prendre 3 semaines de congé pour aller faire, je sais pas, du camping en quelque part, juste vous en allez avec les ours, là. Regardez de quelle façon, sécuritairement et monétairement, vous pouvez le faire, puis partez, puis faites-le. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, en fait, là. Tellement. Ouais. Osez faire la flamme qui monte à l'intérieur de vous. Puis je finirais, je dirais, pour finir, c'est... En fait, ça va fitter avec la fin. C'est le mot de la fin. C'est vous qui l'avez en dedans. Absolument. C'est vous qui devez avoir le dernier mot. À cette heure, on aime toujours ça, se comparer un peu, puis des fois, c'est même difficile de ne pas le faire, mais OK, amusez-vous. On peut s'amuser à se comparer, mais gardez-vous le dernier mot. C'est-à-dire que c'est vous, comment vous vous sentez, et peu importe si ça sort du troupeau, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous ayez le dernier mot et que c'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Bien, moi, je m'amuse à dire, la seule personne sur la planète à laquelle vous devez être fidèle, c'est à vous-même. Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, puis quand vous vous regardez le soir avant de vous coucher, toujours dans le miroir.
êtes-vous satisfait de vous? Ça, c'est moi, je pense que c'est le plus beau cadeau. Fait qu'à tous les jours, ben, on s'auto-ramène en étant bienveillant avec nous-mêmes, en étant compatissant, en étant patient, rempli d'amour pour nous-mêmes. Tellement. Puis encouragez-vous. Je faisais pas ça avant. Ça n'existait pas pour moi. Moi, je faisais des trucs, puis ça avait comme pas de fin. Je suis un perfectionniste et tout ça. Puis dernièrement, ben tu sais, je dis, hey, bravo, je le dis à voix haute. Je suis tout seul chez nous, je dis bravo, François, de ta journée. Wow! Puis je le pense vraiment, c'est pas un mantra que j'affiche sur le mur puis que je pense. C'est pas un exercice. Non, c'est ça. À cocher, à faire. Je le pense vraiment. Tu sais, il faut vraiment le penser. Wow, je suis content, je suis fier. C'est cool que j'ai fait aujourd'hui. Tu sais, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de souffrir là, pour se dire ça. Là. Non, c'est ça. Tu as fait un dépassement, tu avais besoin d'aide, tu as osé aller demander de l'aide. Non seulement tu as été répondu dans ton besoin, mais tu as reçu encore plus pour toutes sortes de raisons. Là. Exact. Ou tu as juste surmonté une peur qui était difficile. Bravo, tabarouette. Tu t'en es sorti pas pire. Hey, merci François, c'était vraiment intéressant. Ben oui, ben merci à toi. On invite les gens à communiquer avec nous par Internet s'il y a des gens qui veulent faire des témoignages, que ce soit de façon anonyme ou, comment on dit ça, le contraire de anonyme, présenté. Ouais. Puis à partir de là, ben c'est ça, le but c'est d'inspirer, de donner des solutions, puis d'ouvrir les consciences à peut-être faire des actions différentes, puis que ça puisse aider les gens au mieux, le plus possible, de façon, moi j'arrête pas de dire, façon facile, fluide, le fun, puis en toute sécurité. Exact, le fun. Puis on a le droit de se tromper. Là. Oui. C'est le fun même de se tromper. Ben, puis moi, je vois même pas ça comme de se tromper. Je vois ça plutôt comme une expérience de vie qui nous amène à un nouveau chemin. Exact. C'est pas une erreur, c'est juste une cause puis une conséquence. Absolument. C'est tout. Puis on apprend la conséquence. On l'aime-tu, on l'aime pas. Si on l'aime pas, ben on fait autre chose. On réajuste. Ben merci François. C'est vraiment plaisant. Puis, je suis très honorée que tu nous aies accordé tout ce beau temps-là. Honneur partagé. Donc, j'invite les auditeurs à partager la vidéo. On ne sait jamais qui ça peut aider, parce que les hommes, on ne le dit pas nécessairement quand on a besoin. Je dis « on » comme si j'étais un homme. Je ne suis pas un homme, là, mais je parle aujourd'hui, pour tu peux, vous. Hein? On peut aujourd'hui. Non, je vais garder mon corps de femme. Ça va très bien. Je suis très bien avec moi-même. C'est ça. Puis, je vous invite, pour ceux qui vont en sentir l'appel, de faire comme François pour partager une expérience de vie, que ce soit au niveau spirituel, au niveau des rêves, au niveau que ce soit une expérience de vie, une séparation, une maladie, peu importe le domaine, là. Si vous avez passé une étape difficile, que vous en êtes sorti peu importe comment, puis qu'aujourd'hui, vous pouvez témoigner de ça, puis donner ces pépites d'or-là à d'autres hommes pour qu'ils puissent, un, pas se sentir tout seul, deux, pouvoir s'en sortir et faire comme vous ou être inspirés à autre chose selon leur propre couleur. Ben, je vous invite à communiquer avec moi par Internet sous la vidéo. On va mettre les liens parce que là, je ne veux pas toutes les dire pour être sûr que les gens, des fois, on entend des choses comme le 10 puis le 6, là. Fait que je veux pas mêler les gens. Fait qu'on va mettre les liens pour communiquer avec nous sous la vidéo, puis on va communiquer avec vous dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous, puis regarder comment on fait l'entrevue, puis quel est le sujet que vous voulez parler, parce qu'on veut toucher tous les domaines de la vie. Les hommes, comme les femmes, ont besoin de partager, puis de se sentir soutenus et pas tout seul. Et comme il y a très peu de services pour les hommes versus les femmes, bien, les messieurs, comme les madames, ils vivent des deuils, des séparations, des maladies, ils passent au feu, ils ont des accidents, il arrive toutes sortes de trucs là, qui nous impactent.
puis qu'on est obligé de se relever. Là. La vie, elle continue pareil. Là. Alors sur ce, je vous souhaite à tous une belle journée, puis au plaisir de se revoir dans une autre entrevue. Au revoir. Bye bye!